Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des petites anecdotes historiques. Drôles, tragiques ou stupides, l'histoire est remplie de petites histoires. Allez, c'est parti. Le droit de vote des femmes à travers le monde a été un combat de longue haleine. Dans les années 1850, un vent de révolte féministe souffle en Europe et aux États-Unis. Et dans les années 1880, en Australie, des groupes de femmes demandent l'extension du droit de vote. En 1884, Henrietta Dugdale crée la Victorian Women's Suffrage Society, une association de suffragettes australiennes qui sera bientôt suivie par de nombreux autres. En 1889, elles se regroupent toutes au sein de l'Australian Women's Suffrage Society pour avoir plus de poids. Les femmes sont jugées jusque-là inaptes à voter et à élire raisonnablement leurs représentants. Dans leur lutte, celles-ci auront recours à bien des moyens pour se faire entendre. Pétitions, débats, affiches, meetings, articles de presse, flyers et des interventions politiques par l'intermédiaire d'hommes qui les soutiennent. En 1902, le Commonwealth Franchise Act vient satisfaire leur principale demande, le droit de vote et la possibilité de se présenter à une élection parlementaire. Par la suite, la plupart des associations de suffragettes disparaissent et l'Australie devient le premier pays au monde à accorder ces deux droits aux femmes. Les États-Unis avaient bien accordé en 1887 le droit aux femmes d'être élues, mais pas de voter. Et en Nouvelle-Zélande, c'est l'inverse. Chez nous, en France, il faudra attendre 1944 et 2 guerres mondiales pour que les femmes puissent enfin voter. Bien que satisfaites de cette avancée significative, les Australiennes restent sur leur faim face à leurs autres exigences. En effet, elles réclamaient également une égalité salariale avec les hommes, ainsi qu'une protection financière des femmes et de leurs enfants par l'État, exigences qui, encore aujourd'hui, ne sont pas vraiment satisfaites. Suite à leur obtention de droits en 1902, il faudra attendre un bon moment avant qu'une femme soit élue. En 1903, 4 femmes se présentent. Mary Moore Bentley, Nellie Martel, Vida Goldstein et Selina Anderson. Mais aucun parti ne veut les soutenir. En 1917, le Parti travailliste soutient 2 femmes aux élections, Eva Siri et Henrietta Greville, mais sans succès. Plus de 40 ans après l'obtention de leurs droits, Dame Enid Lyons est élue au Parlement australien en 1943. À titre de comparaison, la Finlande sera le 2e pays à offrir ces 2 droits aux femmes et l'année suivante, une femme sera élue. Aujourd'hui, selon des chiffres officiels de 2016, 73 femmes siègent au Parlement australien, soit 32% des élus parlementaires, classant le pays au 49e rang mondial en proportion de femmes élues. Le Rwanda occupant la première place avec plus de la moitié des femmes élues, et la France arrive quant à elle à la 14e place. Louis XVI, roi de droit divin du royaume de France, est le dernier à régner avant la Révolution française. Accompagné de son épouse Marie-Antoinette et de leurs enfants, ils vont assister au premier grand bouleversement de régime qu'a connu notre pays. Et ils vont payer leur statut très cher. À cette époque, on cherche un moyen d'exécuter les condamnés à mort de la Révolution par un moyen propre, sans douleur et humain. C'est ainsi que naît le projet d'une célèbre machine qui portera plus tard le nom de guillotine. Nous sommes le 2 mars 1792. Après la Révolution, le roi Louis XVI a été destitué et on doit maintenant l'appeler le citoyen Capet. Résidant au château des Tuileries, le roi s'adonne à ses passions, pas si mécontent d'être déchargé de ses fonctions royales. En effet, Louis n'avait jamais vraiment aspiré à devenir roi et préfère s'intéresser à la serrurerie, la mécanique, la géographie et la chimie. Ainsi, ayant vent du projet, Louis s'intéresse à l'aspect mécanique de la machine. Le 2 mars, Tobias Schmidt, fabricant de clavecins qui est chargé de la construction, le docteur Guillotin qui a réalisé les premières esquisses de la machine et le bourreau Samson qui devra la manier, doivent rencontrer aux Tuileries le docteur Antoine Louis, le médecin personnel de Louis XVI et secrétaire perpétuel de l'Académie royale de chirurgie. C'est lui qui a été chargé de concrétiser le projet d'une machine d'exécution propre. Louis XVI profite de l'occasion pour jeter un œil curieux au plan de la machine. C'est donc dans un cabinet de travail du château que les 5 hommes se retrouvent à l'abri des regards. Le docteur Guillotin déroule les plans sur un bureau et Louis les examine en détail. Puis se retournant vers le bourreau Samson, il s'interroge. « Croyez-vous qu'un fer ainsi découpé puisse s'adapter à tous les coups ? Au départ, la lame avait une forme de croissant de lune. Et le roi pense donc que les condamnés de forte constitution peuvent résister à ce châtiment.
Samson est de l'avis du citoyen Capet qui, par son expérience des exécutions à la hache, sait que certains condamnés peuvent résister, transformant le châtiment en boucherie publique. Louis saisit une plume et trace une forme de lame oblique sur le plan, pensant que c'est la meilleure solution. Un mois plus tard, la première Louisette est dressée dans la cour de l'hôpital Bicêtre pour être testée. Elle portera bien plus tard le nom de guillotine. Les premiers essais se font sur des moutons vivants et la guillotine améliorée par le citoyen Capet coupe les têtes sans bavure en quelques secondes. 2 jours plus tard, un autre test est organisé devant un parterre de médecins et de curieux. Cette fois-ci, ce sont des cadavres en attente de dissection qui vont servir de condamnés. Pour l'occasion, c'est 2 guillotines qui sont dressées, l'une avec la lame oblique et l'autre avec la lame en croissant. Les 2 premiers cadavres se font couper la tête nettement avec la lame oblique. Le troisième passe au test de la lame en croissant et là c'est la galère. La lame entame le cou sans la trancher et il faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour arriver à détacher la tête du corps. Ainsi, grâce au roi, le projet se concrétise enfin avec succès. Une semaine plus tard, c'est Nicolas Jacques Pelletier, un voleur, qui a l'honneur de baptiser la guillotine. Le public curieux et friand d'exécution vient en masse. On place l'homme dans la machine et à peine quelques minutes plus tard, la tête de l'homme est coupée. Le public eut déçu par un spectacle trop court sans aucun intérêt. Le 21 janvier 1793, après sa condamnation, le citoyen Capet, anciennement roi Louis XVI, pourra tester lui-même l'efficacité de la machine qu'il a été à perfectionner. Ironie du sort. Cette anecdote est assez connue et fait même souvent partie des tops des morts célèbres stupides. Mais commençons par le début. Né en 1116, Philippe de France est le fils d'Adéalide de Savoie et du roi Louis VI, surnommé Louis le Gros. Par conséquent, il est le prince héritier du royaume de France. À 13 ans, il devient associé au trône. Il est couronné puis sacré à Reims le 14 avril 1129. À l'époque, il était courant pour le roi en exercice de couronner son héritier de son vivant. Ainsi, le futur roi pouvait être préparé à ses futures fonctions, assurer la continuité dynastique et éviter les éventuelles querelles de succession par la suite. Le 13 octobre 1131, le jeune héritier de 15 ans traverse les faubourgs de Paris à cheval, lorsqu'un cochon apparaît soudainement. Sous l'effet de la surprise, le cheval se cabre et Philippe est projeté violemment à terre, sa tête heurtant mortellement une pierre. Transporté sans délai dans une maison voisine par des habitants, Philippe décède rapidement. Quelques jours plus tard, il est inhumé dans la cathédrale de Saint-Denis. C'est alors son frère cadet, Louis, âgé à peine de 11 ans, qui doit prendre sa place. Le jeune garçon qui était destiné à une carrière religieuse devient le prince héritier, se faisant sacrer à Reims le 25 octobre. À la mort de son père, il sera connu sous le nom de Louis VII, accompagné de son épouse, la fameuse duchesse d'Aliénor, connue pour son exceptionnelle beauté. Avant cet accident, les cochons étaient élevés en liberté dans Paris pour nourrir la capitale. De plus, avec leur appétit vorace, les animaux contribuaient à l'entretien des rues en dévorant tous les déchets à portée de leur museau. Par la suite, une loi interdira de laisser les cochons aller à leur guise, obligeant leurs éleveurs à les enfermer dans des enclos. Par ailleurs, la légende raconte que le roi considère la mort de son fils comme déshonorante, le cochon ayant une réputation d'animal sale et impur. Pour laver l'honneur de la famille, le roi choisit comme emblème dynastique la Sainte Vierge et ses attributs, la fleur de lys et la couleur bleue qui va devenir synonyme de royauté. C'est donc la présence inopinée d'un cochon que le blanc et le bleu vont perdurer dans les traditions royales, devenant par la suite les couleurs indissociables de la France, puisque toujours présentes sur notre drapeau. On connaît tous ces statues de la Grèce ou de la Rome antique, représentant souvent des hommes au corps athlétique idéalisé. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces statues qui évoquent la virilité dans toute sa splendeur sont dotées d'attributs génitaux assez peu développés? Laissez-moi vous éclairer. Dans la Grèce antique, le culte du corps est fondamental. Le sport est pratiqué en abondance et nu, s'il vous plaît. S'entraîner habillé était considéré comme un affront. Le corps se doit donc d'être viril, athlétique et héroïque. Les statues masculines sont exposées principalement à l'extérieur, contrairement à aujourd'hui, célébrant ainsi aux yeux de tous la puissance et la force masculine. Cependant, si ces statues sont un culte à la virilité, elles sont un peu trop idéalisées. En effet, parfois les proportions ne sont pas réalistes, avec des muscles disproportionnés ou des abdominaux plus nombreux qu'il est possible d'en avoir. Pour la taille du sexe, on s'est longtemps demandé si les Grecs étaient moins dotés que d'autres nationalités à leur époque, mais en fait non. Ce n'est pas non plus une question de pudeur, c'est la vision qu'ont les Grecs de la virilité qui est en cause. Pour eux,
L'homme doit être doué de raison et savoir réprimer ses instincts primaires pour devenir un homme viril et respecté. Ainsi, dans leur vision de l'époque, un sexe imposant rime avec une sexualité débordante, une incapacité à contrôler ses pulsions, donc par conséquent un homme à qui l'on ne peut se fier, trop instable. De plus, l'hypersexualité pour les Grecs reste en grande majorité une caractéristique féminine, et en opposition, un homme doté d'un petit pénis est un homme civilisé, doué de sagesse et d'intelligence, et donc capable de s'investir dans la cité et d'être un citoyen d'importance. Les seules statues masculines dotées d'appareils génitaux conséquents, voire carrément représentées en érection, sont les satyres, les créatures animales, les barbares ou les esclaves que l'on considère gouvernés par la folie et la luxure sans aucune retenue. Ces canaux de beauté complètement à l'opposé de notre vision de la vérité actuelle vont quasiment disparaître au Moyen-Âge. Mais avec la Renaissance, les petits sexes reviennent sur des statues, comme avec le célèbre David de Michel-Ange, mais là plus question de virilité ou de contrôle des pulsions. De façon plus cartésienne, les sculpteurs et peintres ne mettent pas les sexes en évidence par simple pudeur due à une religion chrétienne omniprésente à cette époque. Mais cela ne suffit pas aux dévots, qui ne supportent plus de voir la nudité ainsi exposée. Nombre de statues seront donc mutilées au nom de la pudeur chrétienne. Puis on décidera de recouvrir les sexes avec des feuilles de vigne ou de figuier. Celles-ci font directement référence à Adam et Ève, qui cachent leur nudité après avoir croqué le fruit défendu du jardin d'Éden. On agira de même façon pour un grand nombre de peintures. Sachez donc, messieurs, qu'à une époque, votre virilité était associée à votre capacité à vous engager en tant que citoyen, et non au nombre de vos conquêtes. À méditer. Le terme « OK » est une expression abrégée américaine signifiant l'approbation ou l'acceptation. En français, on la traduirait par « d'accord » ou « correct ». Son usage en France était anecdotique avant la Seconde Guerre mondiale et le débarquement des GI, mais l'expression se serait tellement démocratisée à travers la planète qu'elle serait aujourd'hui la plus utilisée à travers le monde, toutes langues confondues, autant à l'écrit qu'à l'oral. Cependant, l'origine de cette expression est encore discutable. Selon une première théorie, son origine serait purement grammaticale. Sa première apparition daterait de 1839 dans le journal Boston Morning Post. OK serait l'abréviation de All Correct, une altération orale de All Correct, qui serait elle-même une version familière de All Right, qui signifie d'accord. D'ailleurs, l'expression a été utilisée par les partisans de Martin Van Buren pour sa campagne présidentielle de 1836. L'homme était surnommé Old Kinderhook, le vieux de Kinderhook, de par ses origines natales. Un club de soutien se crée alors sous le nom de Hockey Club. Une autre explication raconte qu'un chef d'entreprise américain, un certain Otto Kaiser, examinait chacun de ses colis avant expédition et si tout était conforme, il y apposait ses initiales, OK. Une variante situerait la naissance de cette expression dans les usines Ford de Détroit. Un contremaître apposait un OK sur les certificats de contrôle des véhicules, authentifiant ainsi la qualité du produit. On pense également que l'expression OK viendrait d'un simple compte de guerre. À l'origine, ce seraient les marins britanniques qui gravaient sur leur coque le nombre d'ennemis tués. Ainsi, 3 killed, 3 tués en français, deviendrait 3K et 0 tués, OK. Par le même principe, pendant la guerre de sécession, on se servait des mêmes initiales pour compter le nombre de soldats perdus. On aurait fait de même pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre origine serait purement étymologique. OK viendrait du grec Olakula, qui signifierait tout bien. L'expression était utilisée par des poseurs de rails qui apposaient sur les rails, enfin posés pour témoigner de leur conformité. Enfin, une autre explication serait un peu plus percutante et sportive. L'expression OK serait en fait l'inverse de KO, knock out. Ce terme est utilisé en boxe lorsqu'un combattant ne peut plus se relever, manifestant ainsi sa défaite et par extension le fait qu'il aille mal. Donc l'inverse OK signifierait que tout va bien. Parmi toutes ces origines, je vous laisse faire votre choix et briller dans les dîners en société. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et j'espère que ce format un peu plus condensé vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt.